On tombe parfois sur des performances qui nous forcent à regarder un peu plus près. Et récemment, il y a ce jeune défenseur sénégalais, Nobel Mendy, 21 ans. Il a fait un match assez fou avec son club, le Rayo Vallecano, contre l'Atlético Madrid. Oui, il a complètement éteint Sorloth. Et c'est pas n'importe qui, hein, Sorloth. Non, clairement pas. Et cette performance, en fait, elle nous a servi de porte d'entrée pour une analyse tactique beaucoup plus large qu'on a trouvée. Absolument. Parce que la question que pose notre source, elle est fascinante. Est-ce que la solution à un vrai casse-tête pour la défense sénégalaise se trouve là, chez ce jeune rookie? Ou, à l'inverse, est-ce qu'on se trompe complètement en remettant en cause l'utilisation d'un monument comme Kalidou Koulibaly, même quand il est, on va dire, un peu hors de son poste de prédilection? Loin de là. On se concentre sur un seul poste, celui de défenseur central gauche. D'accord. Le titulaire à ce poste, quand il est disponible, c'est Moussa Niakhaté. Il joue à Lyon, il est gaucher, il est très bon. Personne ne discute ça. Ok. Le problème, et c'est vraiment le cœur de l'analyse, c'est que fait-on quand il n'est pas là? Donc on parle bien d'un problème de doublure, d'une solution de rechange, et la solution actuelle, c'est de prendre le capitaine, Kalidou Koulibaly, Un droitier pur jus. et de le décaler sur ce côté gauche. Sur le papier, on se dit que ça passe, non? Le talent, l'expérience de Koulibaly, ça doit bien compenser. Eh ben, c'est précisément cette idée reçue que l'analyse vient bousculer. Elle n'y va pas par quatre chemins, elle qualifie ça de bricolage tactique. Ah oui, carrément. L'argument central, c'est que ce simple décalage, même pour un joueur de classe mondiale, ne crée pas juste un petit inconfort pour lui. Ça crée un déséquilibre structurel pour toute l'équipe. Alors, attendez, parce que là, la source avance un chiffre qui me paraît dingue. Un droitier qui joue à gauche perdrait 30% de son efficacité. 30%. Oui. C'est une vraie statistique, ça vient d'où? Ou c'est une façon de parole pour marquer les esprits? Parce que 30%, c'est un gouffre. Alors, c'est plus une image pour quantifier un ressenti tactique qu'une donnée statistique pure sortie d'un tableur, hein. Mais ça illustre une réalité très concrète sur le terrain. Ok. Perdre 30% d'efficacité, ça ne veut pas dire qu'il rate un tacle sur 3. Ça veut dire que sur l'ensemble de ses gestes, ses contrôles, ses orientations, ses passes, ses interventions, une part importante est moins naturelle, moins rapide, moins optimale. Et ça se voit quand, particulièrement? Dans les moments clés. Et l'analyse pointe un match bien précis, la défaite 3-2 contre la RDC à Kinshasa. Ah oui. Ce jour-là, Niakhaté était absent, Koulibaly a joué à gauche, et l'argument, c'est que la défense a semblé beaucoup plus friable. Les sorties de balles étaient plus lentes, et défensivement, l'équipe a paru moins sereine sur ce côté-là. Ce n'est pas la seule raison de la défaite, j'imagine. Bien sûr que non, mais ce déséquilibre aurait été un facteur aggravant. Je vois. Donc, en fait, ce n'est pas juste le joueur qui est moins bon. C'est tout son côté, tout le flanc gauche qui en pâtit. Exactement. C'est l'effet domino. Si votre centrale gauche est mal à l'aise pour relancer vers l'avant, eh ben, le milieu défensif, il doit descendre plus bas, plus souvent, pour offrir une solution simple. Et le latéral gauche, du coup? Le latéral gauche, il sent peut-être moins de sécurité dans son dos, du coup il va hésiter à monter, à se projeter. C'est toute la chaîne du côté gauche qui se fragilise à cause de ce premier maillon. D'accord. Ok. Le problème est bien cerné. Maintenant, si on inverse la perspective, qu'est-ce qu'un vrai gaucher apporte de si fondamental à ce poste? Pourquoi son absence crée un tel bazar? C'est le point clé, la fluidité. Tout par-delà, la source insiste beaucoup là-dessus. Un gaucher naturel à ce poste, ça change tout pour la relance. La toute première passe, donc. La toute première. Et là, les avantages sont doubles. D'abord, il y a la question des angles de passe. Expliquez-nous ça simplement. Ok. Un droitier à gauche, pour jouer vers l'avant sur son côté. Il doit souvent faire un contrôle pour ramener le ballon sur son pied droit. D'accord, il perd un temps. Il perd une fraction de seconde, exactement. Ou alors il fait une passe de l'extérieur du pied, mais c'est plus dur, moins précis. Dans tous les cas, il ferme l'angle le plus direct vers son latéral ou son ailier. Alors qu'un gaucher? Un gaucher, il est déjà orienté. Son corps est naturellement ouvert vers le jeu. La passe vers le latéral gauche, elle est instinctive, elle part plus vite, elle est plus franche. Ça a l'air d'un détail, mais si on multiplie ce petit gain de temps sur 90 minutes, ça change complètement la dynamique de l'équipe. Ah, c'est comme essayer d'écrire de la main gauche quand on est droitier. On y arrive, hein, on peut former des lettres, mais ce sera jamais aussi rapide, aussi net. Le geste n'est pas fluide. C'est l'analogie parfaite, c'est exactement ça. Et cette seconde d'hésitation au très haut niveau, c'est un gouffre. C'est la différence entre trouver un partenaire libre et lui donner un ballon dans la course, ou lui donner alors que l'adversaire est déjà sur lui.
Et le deuxième avantage, c'est défensif, j'imagine. Oui, la source parle de couverture naturelle sur les débordements adverses. C'est-à-dire? Imaginez un allié adverse qui sprinte le long de la ligne. Le défenseur central doit coulisser pour le bloquer. Un gaucher, dans cette situation, il peut tacler ou intervenir avec son pied gauche. Son mouvement est direct, il est puissant. Un droitier, lui, est obligé de pivoter. Il doit pivoter tout son corps pour utiliser son pied droit, ce qui lui fait perdre du temps, ou alors tenter une intervention avec son mauvais pied, qui est souvent moins stable, plus risqué. Et c'est là qu'on risque la faute, le carton. Le penalty, exactement, le risque augmente considérablement. On comprend mieux pourquoi ce chiffre de 30%, même s'il est symbolique, n'est pas si absurde au final. C'est la somme de toutes ces petites pertes de temps, de précision. Offensivement et défensivement, c'est tout à fait ça. Bon, si on accepte ça, que le bricolage est un vrai handicap, et que le profil idéal est ce vrai gaucher, on en revient à notre point de départ, Nobel Mendy. Il est présenté comme la doublure parfaite. Oui, et l'analyse s'attarde vraiment sur son profil. Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste son pied gauche. C'est l'association de ce pied avec ce que la source appelle une maturité précoce. À 21 ans, il est titulaire en Liga espagnole. C'est pas rien. Non, c'est énorme. Il affronte des attaquants de classe mondiale chaque week-end et il dégage une solidité, un calme. C'est assez bluffant pour son âge. D'accord, il est mature, il joue en Liga. Mais est-ce que quelques bons matchs au Rayo Vallecano suffisent pour dire qu'il est prêt à gérer la pression d'un match de qualif pour la Coupe du Monde en Afrique? Il y a un monde entre les deux. C'est une excellente question. Lancer un jeune comme ça, sans aucune expérience internationale, n'est-ce pas une autre forme de bricolage? Et l'analyse répond à ça de manière assez directe. Elle avance un principe clé en sélection nationale, il n'y a pas de temps pour la post-formation. Ah, intéressant. Le sélectionneur n'a pas des mois pour polir un joueur. Il a quelques jours. Il a besoin de joueurs qui arrivent déjà propres, solides, avec les bons fondamentaux de leur club. Et Mendy correspondrait à ce profil. L'argument est que oui, il n'arriverait pas pour apprendre les bases du poste. Il les maîtrise déjà à un très haut niveau. Son adaptation serait plus rapide, presque par mimétisme avec les cadres comme Koulibaly. Il s'agirait de s'intégrer à un système, pas d'apprendre un métier. C'est un argument qui se tient. Et c'est vrai que si on regarde de l'autre côté de la défense, à droite, la sélection sénégalaise a déjà fait ça en fait. Avec Mamadou Sarr, Voilà, Mamadou Sarr, 20 ans, il appartient à Chelsea et il est déjà considéré comme bien plus qu'une doublure pour Koulibaly. La logique serait donc simplement d'appliquer la même stratégie des deux côtés. précisément, ce qui est demandé ici n'est pas une révolution, mais une forme de cohérence. Si la stratégie, c'est de préparer l'avenir en intégrant des jeunes qui performent déjà dans de grands championnats, alors le cas Mendy s'inscrit parfaitement là-dedans. Ne pas le faire serait une forme d'incohérence en fait. Mais alors, si Niakhaté est en forme et qu'il fait très bien le job, quelle est l'urgence? Pourquoi bousculer la hiérarchie maintenant? On ne pourrait pas attendre de voir comment Mendy confirme sur une saison entière. L'analyse répond à ça en parlant du risque de la zone de confort. Attention, ce n'est pas péjoratif pour Niakhaté. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que Niakhaté se relâcherait. Ça veut dire que l'équipe devient structurellement dépendante d'un seul joueur à un poste clé. S'il a un pépin physique, une suspension, une simple méforme, On en revient immédiatement à la case départ, le bricolage avec Koulibaly. voilà. Anticiper, c'est intégrer la doublure avant d'en avoir un besoin urgent. Je peux entendre ça, mais l'avocate du diable en moi dirait: est-ce que l'expérience de Koulibaly, même à 70% de son potentiel à gauche, n'est pas une meilleure assurance qu'un jeune de 21 ans avec zéro sélection? On parle du capitaine, d'un leader. Et c'est là que le débat devient une question de philosophie. Est-ce qu'on privilégie le talent individuel, quitte à l'utiliser de façon sous-optimale, ou est-ce qu'on privilégie la cohérence du système collectif? Et la source penche clairement d'un côté. Oui. L'argument, c'est que les grandes équipes modernes penchent de plus en plus vers la deuxième option. L'objectif n'est pas juste d'avoir un bon remplaçant, c'est de pouvoir doubler les postes sans bricolage tactique. Que ce soit le titulaire ou la doublure, le système ne doit pas changer. C'est exactement ça. Les automatismes du latéral, du milieu, de l'ailier, tout doit rester pareil. La machine doit continuer de tourner de la même manière. C'est cette stabilité qui permet de performer sur le long terme. Je vois. Donc, en fait, en intégrant Mendy, on ne prépare pas seulement la relève, on renforce le système dans son ensemble, maintenant, dans le présent. Ça rend l'équipe moins vulnérable. C'est le cœur de l'argument. Il s'agit de capitaliser sur une opportunité. On a un jeune joueur, spécialiste du poste, qui explose au bon moment dans un championnat majeur. Attendre, ce serait peut-être rater cette fenêtre. Ou devoir l'intégrer plus tard dans l'urgence, ce qui est toujours plus compliqué. Toujours.
Dans ce cas, la métaphore utilisée par la source prend tout son sens. Elle dit « le train est lancé et si la forme continue, le sélectionneur aura du mal à rester sur le quai ». C'est une très bonne synthèse de l'état d'esprit de l'analyse, oui. Au final, la performance du joueur et la logique tactique poussent si fort dans la même direction que l'inaction deviendrait difficile à justifier. C'est ça. Donc pour résumer, on est face à un choix stratégique assez clair pour le Sénégal. Soit on continue avec une solution de rechange prestigieuse, Mais imparfaite tactiquement avec Koulibaly décalé. soit on fait le pari de la cohérence totale en intégrant ce jeune spécialiste, Nobel Mendy, qui semble cocher toutes les cases. Voilà. Et pour élargir un peu, je trouve que cette analyse très spécifique nous amène à une question plus fondamentale dans le football d'aujourd'hui. Laquelle ? Au-delà du cas sénégalais, la question que ça pose, c'est dans un sport où chaque détail tactique est disséqué, est-ce qu'une équipe qui vise le très haut niveau peut encore se permettre de sacrifier la spécialisation d'un poste sur l'autel de la polyvalence, même quand cette polyvalence est assurée par un joueur de classe mondiale? Surtout dans ce cas. C'est un arbitrage constant entre la somme des talents individuels et la force de la cohésion collective. Et bien souvent, la manière dont une équipe répond à cette question, c'est ce qui définit la frontière entre être une très bonne équipe et être une équipe qui gagne des titres.